Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En 1987-2019, 32 ans après les dernières élections locales, plus de 3 millions d'électeurs togolais devront élire 1527 conseillers municipaux des 117 communes du pays. L'opposition espère des élections transparentes. L'évasion fiscale fait perdre près de 100 milliards de dollars aux économies africaines. Les impacts des flux financiers illicites en Afrique se font de plus en plus ressentir. Malgré ses importantes ressources minérales, le continent africain est le plus pauvre au monde. Et puis au Congo, la liberté de la presse reste un défi à relever par les professionnels des médias. Dans le pays, l'environnement médiatique est caractérisé par une autocensure des journalistes victimes d'intimidation. Au Togo, la coalition de l'opposition participera aux élections locales du 30 juin. L'opposition demande au gouvernement togolais d'ouvrir les discussions avec la classe politique pour garantir des élections transparentes 32 ans après les dernières élections locales. Victoria Sedji et Aimé Fakofi. 30 ans après, les élections locales au Togo auront lieu le 30 juin 2019. Selon la Commission électorale nationale indépendante, le fichier électoral sera révisé pendant 3 jours, du 16 au 18 mai 2019. Un délai jugé trop court par l'opposition togolaise qui pointe notamment du doigt le risque de fraude, mais aussi les défaillances du fichier électoral, même si elle compte prendre part à ces élections. Quoi qu'on dise, si l'opposition n'est pas allée aux élections en décembre 2018, c'est parce qu'il n'y avait pas eu une entente sur la question de la CENI. Au-delà de la parité qui avait pu être réglée à un moment donné, la neutralité de la 17e personnalité n'a pas pu trouver écho favorable dans les deux camps, ce qui a amené l'opposition à boycotter. Plus de 3 millions d'électeurs devront élire 1527 conseillers municipaux des 117 communes que compte le pays. Pour des élections locales transparentes, les responsables du regroupement de l'opposition C14 demandent au gouvernement togolais d'ouvrir les discussions avec la classe politique. Même si la dernière révision date ou bien précédait les élections de décembre 2018, il était important aussi d'avoir en tête que depuis décembre 2018 à avril 2019, il y a de nouveaux Togolais qui sont devenus des majeurs et qui justement peuvent se faire enrôler pour prendre part à ces élections. La coalition de l'opposition togolaise a refusé de siéger à la Commission électorale nationale indépendante. Les membres actuels de l'institution comptent néanmoins s'appuyer sur leurs expériences pour la bonne tenue de ces élections locales annoncées, mais également de la présidentielle en 2020. Un report s'inédié en République démocratique du Congo. La police a reporté la convocation de l'opposant Martin Fayulu. Il était convoqué ce jeudi 2 mai après le dépôt d'une plainte à son encontre pour des faits d'incitation à la haine tribale, de massacre et de pillage. Une convocation finalement reportée par la police qui a regretté la tournure politique de l'audition et assuré vouloir éviter que la sérénité de la population ne soit rompue. De son côté, Martin Fayulu a réagi ce samedi 4 mai. Il souhaite en savoir plus sur les motivations de cette plainte. Après des jours de manifestations post-électorales, c'est le retour au calme au Bénin. La situation politique du pays fait réagir. La conférence épiscopale du Bénin appelle au dialogue et celle de l'ancien président Nicéphore Soglo situe les responsabilités. Regardez ce sujet de la rédaction. Les appels à la paix et au dialogue se multiplient au lendemain des violences post-électorales intervenues à Cotonou. La situation du pays préoccupe les figures de proue de l'opinion publique. Vendredi, la conférence épiscopale du Bénin a condamné les violences enregistrées et convié les leaders politiques à renouer avec le dialogue afin de préserver la paix et l'unité nationale. Les évêques du Bénin expriment leur compassion et leur proximité spirituelle aux victimes des divers actes de violence perpétrés sur toute l'étendue du territoire national. Condamnent fermement les actes de violence et de vandalisme sous toutes leurs formes. Les forces de l'ordre ont pris d'assaut les encablures du domicile de l'ancien président Thomas Boniaï dans la matinée du 1er mai 2019. Une situation qui a conduit à des émeutes. L'armée, venue en renfort à la police républicaine, a tiré à balles réelles sur les populations. Bilan, au moins 2 morts et des blessés. Un chiffre revu à la hausse par l'opposition qui parle de 7 morts. Talon préfère que coule à flot le sang béninois. Et ces mercenaires tirent à balles réelles sur notre peuple.
qu'il fasse attention. Nous avons noté le nom de tous les tireurs parce que nous allons les punir pour les crimes qu'ils ont commis contre notre peuple. Le dispositif sécuritaire est renforcé aux alentours du domicile de l'ancien président Boni Yayi. Nonobstant sa conviction que le pays n'est pas en crise, le gouvernement béninois, à travers son ministre des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur, est allé prendre conseil chez le président congolais, Denis Sassou Nguesso. 100 milliards de dollars par an, c'est ce que perd le continent africain à cause des flux financiers illicites. Le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, la contrefaçon, la contrebande et le financement du terrorisme représentent environ 35% des flux financiers au niveau mondial. Les précisions de Viviane Borquet. La question des flux financiers illicites dans le secteur minier est aujourd'hui l'une des principales problématiques en matière de développement en Afrique. L'Afrique, qui dispose d'importantes ressources minérales, est en effet le continent le plus pauvre au monde. Un paradoxe qui s'explique en grande partie par l'exploitation et le détournement des revenus issus des industries extractives par les compagnies multinationales. Les pays ont des particularités étant donné que le régime fiscal est déterminé par plusieurs facteurs. Les investisseurs, eux, s'intéressent généralement à la qualité des ressources minières et d'autres éléments, notamment le marché, le transport, les infrastructures et l'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le régime fiscal doit être conçu de façon à favoriser les intérêts des pays et à attirer les investissements. Selon les experts, ce fléau pompe près de 100 milliards de dollars aux économies africaines. Selon un rapport de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique qui date de 5 ans, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, la contrefaçon et le financement du terrorisme représentent environ 35% des flux financiers illicites au niveau mondial. Le défi avec ces accords réside dans la propension des multinationales à solliciter des incitations fiscales au stade de l'exploration minière, mais en général est marché de dupes. Donc ils sollicitent des incitations fiscales qui, très souvent, sont étendues au-delà de cette phase. Ils abusent donc de cette offre, entraînant des pertes pour le gouvernement. Ces flux financiers illicites en Afrique, évalués à plusieurs milliards de dollars, ont des répercussions négatives sur le développement de l'Afrique, notamment la dépendance économique vers l'aide extérieure et l'extrême pauvreté. Un point sur la liberté de la presse au Congo. Le pays ferait du rétro-pédalage. Il occupe cette année la 117e place au classement de Reporters sans frontières alors qu'il était classé 114e en 2018. Selon les professionnels des médias, publier des informations qui mettraient en cause une autorité est un risque. Les précisions de Deva Panzou. La République du Congo occupe la 117e place au classement Reporters sans frontières de 2019. La liberté d'exercer la profession de journaliste est garantie par des textes et ne souffre d'aucune entorse. Cependant, le journaliste congolais exerce dans la peur et revendique une liberté qu'il a naturellement acquise. La peur que vous avez, c'est tout simplement votre incapacité à vivre et à dire la vérité. Mais comment les journalistes peuvent-ils revendiquer ce que naturellement ils ont, c'est-à-dire la liberté? Et comment pouvez-vous vivre cette liberté si vous refusez de vous l'approprier? Selon les professionnels des médias, publier des vraies informations qui mettraient en cause une autorité est un risque. Bien qu'aucun journaliste ne soit en prison, cela ne les met pas à l'abri des intimidations et oblige certains à opérer une autocensure dans le traitement de l'information. Aucun journaliste aujourd'hui est en prison pour avoir publié des choses, mais l'environnement, l'écosystème dans lequel nous travaillons est toujours difficile. Quand vous avez publié quelque chose, vous avez diffusé quelque chose, il y a toujours des coups de fil, de l'intimidation, si bien que cela développe au niveau des journalistes ce qu'on appelle l'autocensure. Au niveau des journalistes qui prennent des précautions, qui cachent la vérité, qui ne disent pas des choses de peur pour éviter des représailles. L'exercice de la profession de journaliste au Congo est régi par une loi de 2001 devenue caduque face à l'évolution du métier. Celle-ci garantit la dépénalisation des délits de presse ainsi que la liberté des professionnels.
Un mot de sport à présent avec la finale de la Ligue des champions africaine. Elle sera 100% nord-africaine. L'Espérance de Tunis et le WAC Casablanca se sont qualifiés ce samedi 4 mai pour la 3e saison de suite. La finale de la Ligue des champions africaine opposera donc 2 formations de l'Afrique du Nord. La finale aller aura lieu le samedi 25 mai au Maroc et la finale retour sera disputée le samedi 1er juin. Il s'agit de la 2e finale consécutive pour la Tunisie. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.